Salut à tous les footeux, ravi de vous retrouver pour le 5e opus d'une semaine en ballon, hashtag USB Foot. On va revenir, vous en avez pris l'habitude, sur toute l'actualité des 5 clubs des Pays de la Loire, les 2 clubs de Ligue 1, Nantes et Angers, mais également les 3 clubs de National, Laval, Cholet et Le Mans, tout ça en compagnie, bien évidemment, de nos confrères de France Bleu Mayenne et de France Bleu Loire-Océan. Mais vous en avez pris l'habitude également, un invité va venir discuter avec nous de cette actualité footballistique. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir le latéral gauche du Stade Lavallois formé à l'OGC Nice. J'ai le plaisir d'accueillir avec moi Anthony Scaramozzino. Salut Anthony. Ça va? Très bien. Bon, merci d'avoir fait la route déjà. De rien. Parce Merci que de m'avoir invité. c'est sympa et pas trop stressé, ça va? Non, ça va. Pour l'instant, ça va. Bon, le vestiaire, ça ressemble peut-être pas au vestiaire de Laval, parce qu'on les a vus sur les images, notamment sur les réseaux sociaux. C'est un peu plus vieux, ça. Ouais, bon, quoi, ils sont assez récents. Ça Ouais. manque un peu d'odeur et d'âme, mais Bon. non, ils sont jolis. On va ramener des maillots qui ont joué. D'ailleurs, en C'est parlant ça. de maillots, tu connais un petit peu le rituel, la tradition Ouais. du USB Foot. On ramène un maillot en tant qu'invité. Il est flashy derrière. Il est flashy. Ouais. Tu peux aller nous le chercher, nous raconter? Loris, Hugo Loris. Maillot d'équipe de France. Eh ouais, niçois. Niçois également. Donc, j'ai eu la chance d'être formé avec le l'OGC Nice. Donc, on a fait toutes nos catégories jeunes ensemble. Donc, après, on s'est perdu de vue pendant 10 ans parce qu'on a pris des directoires différentes. Et je l'ai retrouvé pour un match amical contre la Côte d'Ivoire à Bollaert. Donc, à l'époque où j'étais à Lens. Et donc, j'ai eu le plaisir de le rencontrer. On a rediscuté et il m'a offert son maillot. Bon, et donc là, maintenant, il trône parmi les plus beaux maillots, parce que je crois que tu as une belle collection quand même. J'ai une ouais, c'est mon petit péché mignon, c'est C'est vrai d'échanger les maillots avec les amis. Bon. Ouais. Une sorte de Loulou Nicolin, C'est ça. mais du côté de Nice, quoi. C'est ça. Bon, super. On sait que tu es l'un des meilleurs latéraux gauche, justement, au moins de la division. J'essaie. Au moins de la division, mais on sait aussi que tu es devenu un grand caméraman. Sur les réseaux sociaux, on le voit de toute façon, parce que tu postes énormément de choses. Quand est-ce que ça t'est venu? Parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est assez jeune. C'est quand même. récent. On voit d'ailleurs, là, c'était où? Sur la victoire à Cholet, le derby. D'accord, en direct. En direct, donc dans les vestiaires. Alors c'est quoi le fait de pouvoir justement filmer ensemble ce qui se passe là? Ça nous permet de partager à nos supporters des moments plus intimes qu'ils n'ont pas la chance de vivre avec nous. Donc, c'est leur faire partager ces bons moments. Et donc justement par rapport à ces joies, tout ça, c'est toi à chaque fois qui mets l'ambiance ou il y en a plusieurs dans l'équipe qui... Non, il y en a plusieurs parce que je fais partie des plus anciens. Donc, si moi je me mets aux réseaux sociaux, les jeunes justement, ils connaissent, ils sont nés là-dedans. Donc non, c'est toute l'équipe, on essaie de faire partager ces bons moments. Non, tu te fais pas chambrer en tant qu'ancien, justement. Non, pas du tout, non, je suis à la page. Prends un Je suis exemple. à la page, hein. Ah, t'es pas mal. Ouais, je suis pas mal. Allez, tu peux remettre le maillot. N'oublie Merci. pas de le reprendre avant de partir, parce que nous, on Ouais. le garde autrement. Hein. D'accord. Attention, parce que Guénoli nous a dit de bien le remettre. Voilà, comme ça, super. On va regarder ensemble le sommaire de cette émission du USB Foot, en commençant par le FC Nantes. On va en reparler, t'es pas sans le savoir. Non, nouveau coach. Et ouais, Vaïd Alilodzic qui a remplacé Miguel Cardozo. Puis le Stade Lavallois, bien évidemment, tu es l'invité de cet USB Foot, mais l'actualité du Stade Lavallois, c'est que les Mayennais sont tout en haut du championnat national. Et ça nous fait vraiment un grand plaisir. Du même que Le Mans, on le verra, qui doit s'accrocher, on le voit, au bon wagon, parce que les Manceaux réalisent aussi un très bon début de saison. Ligue 1, nationale, c'est le sommaire. Et maintenant, tout de suite, on passe à la Ligue 1, évidemment, en commençant par le classement de cette Ligue 1 après 8 journées. Regardez, Angers est 11e après sa défaite à domicile face à Guingamp. On va en reparler dans quelques minutes. Et puis le FC Nantes qui ne décolle pas donc de la 19e place après ce match nul. Pourtant, le dernier donc de l'ère Cardozo au FC Nantes. Match nul, c'était un partout. Et bien du côté de Lyon, on va tout de suite parler du FC Nantes. C'est parti. Le FC Nantes, tu l'as dit, tu nous l'as dit, changement d'entraîneur. On va regarder tout de suite d'abord le départ de Cardozo, acté après simplement 8 journées de championnat. Il a tweeté, je ne sais pas si tu as regardé un petit peu ce qui se disait, il a tweeté tout simplement « Au milieu de l'hiver, j'ai découvert un invincible été ». Citation d'Albert Camus, s'il vous plaît, la communication, je pense qu'il connaît bien. Alors après, je ne sais pas trop ce que ça veut dire dans ses propos. En tout cas, il a remercié les joueurs, il a remercié le club, l'entité FC Nantes, pas trop remercié son président. Tu suivais un peu l'actualité du FC Nantes, ce qui se passait? Les grosses lignes. Après, plus précisément, non, mais les grosses lignes, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler en ce moment. Et donc, surtout sur les sorties de leur président. Oui, avec le président Kita, justement. On va reparler dans un petit moment du président Kita, mais on voulait tout de suite savoir ce que pensait Olivier Quin, le consultant de France Bleu Loire-Océan, du fait du départ de Miguel Cardozo. On l'écoute, il a son opinion. En fait, j'ai l'impression que les dés étaient pipés bien avant le début de cette saison. Cardozo n'était pas le choix numéro 1 de la famille Kita. C'était ou Orvenek ou Alilodzic. Et ça ne s'est pas fait pour différentes raisons.
Il n'est pas, j'ai l'impression, jugé sur son bilan sportif, même si ce dernier n'est pas bon. Il faut être clair, il est 19e, il n'y a pas assez de points. Mais il a un jeu qui est totalement différent des entraîneurs précédents, qui met du temps à se mettre en place, avec beaucoup de nouveaux joueurs. Et au bout de 8 journées, on peut pas juger. C'est trop compliqué. Il fallait lui laisser de temps. Maintenant, on sait très bien que dans le football de haut niveau, du temps, on n'en a pas, qu'il n'y a pas de relations humaines. Il est aussi mis de côté par rapport à son comportement, son arrogance. Et ça me déplaît fortement. Maintenant, le successeur aura-t-il les moyens, les armes pour redresser cette équipe? J'en suis pas sûr. En tout cas, je trouve que c'est mal géré. Le cas Cardozo est très mal géré et qu'il est trop rapidement mis de côté. Voilà, c'était l'avis d'Olivier Quin. Et c'est vrai qu'on est plusieurs certainement autour à penser cela. C'est le 13e, 14e, 15e, en fonction évidemment des gens qui ont œuvré une journée ou deux au FC Nantes. 15e entraîneur en 11 ans de l'ère Kita. On lui avait mis un petit carton jaune en début de saison lorsqu'avant le match à Strasbourg, le président Kita avait déjà mis la pression sur son entraîneur. Eh bien, désolé, président Kita, ce sera un carton rouge. Eh oui, carton rouge, pourquoi? Parce que les sorties du président Kita sont assez quand même corsées. On va regarder ensemble une petite vidéo, ça date du 26 juin, je crois, si je ne me trompe pas, 2018, hein. C'est tout à fait récent. Valdemar Kita, il nous expliquait en conférence de presse avec Miguel Cardozo pourquoi il fallait lui laisser du temps. Pourquoi on a choisi ce monsieur et pas un autre? Tout simplement parce que nous l'avons vu plusieurs fois, nous avons discuté plusieurs fois, et on souhaiterait vraiment que ça va sûrement pas être évident, hein, parce que quand on est bon par la suite, on a envie de voir autre chose. On a envie de prendre quelqu'un dans la durée, dans le temps, parce que c'est comme ça qu'on construit. On est capable de faire beaucoup de choses, mais en même temps, on a besoin aussi de résultats. Je suis d'accord avec vous. Mais laissez-lui un petit peu de temps. Il arrive dans un nouveau pays avec une culture différente, avec un système différent. Laissez-lui un petit peu de temps pour prendre une situation globale. Il ne vous dira pas que demain on va être 5e ou 4e ou 10e. C'est très difficile. C'est très difficile, effectivement. Alors, si on écoute le président Kita il y a 3 mois, il fallait lui laisser du temps. La gestion d'un entraîneur par le président, c'est toujours compliqué. La position de l'entraîneur est toujours fragilisée. Oui, surtout qu'il là, il demande aux journalistes de laisser du temps à l'entraîneur et finalement, c'est le président qui lui laisse pas de temps. Donc, c'est pas en accord ou en adéquation entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, quoi. Donc ça paraît bizarre, mais la position de toute façon généralement d'un entraîneur est toujours liée au résultat, ou est-ce qu'il y a des clubs où il existe justement une certaine stabilité malgré qu'il n'y ait pas énormément de résultats au départ? Tu as connu plusieurs clubs? J'ai connu plusieurs clubs, plusieurs entraîneurs, mais je pense que les deux sont liés, les résultats et le départ ou non de l'entraîneur. Donc après, ça dépend quelle équipe on prend, quels sont les objectifs, si c'est d'un maintien ou de finir à la place européenne, c'est différent, les pressions ne sont pas les mêmes. Mais je pense qu'ils sont liés pour moi. Elles sont liées effectivement. Alors du coup, exit Miguel Cardozo au bout de 2 mois de compétition et arrivé eh bien, de 7 personnes qu'on va voir. Alors lui, on l'avait connu un petit peu plus joueur. Bon, moi j'étais un petit peu petit, mais Vahid Halilovic, voilà, qui a été pendant 5 ans le meilleur buteur nantais hein, sur ce club des Canaries et qui revient donc dans son club d'origine 32 ans après. Vahid Halilovic qui a donc pris son premier entraînement, c'était il y a 2 jours, il y a 48 heures avec les joueurs. Miguel Cardozo est parti de la Jaunelière, il l'a quasiment croisé et il a fait son premier entraînement, 2h30 d'entraînement hein, pour le début. Tu connais un petit peu le personnage, Vahid Halilovic? Non, on en a parlé avec on m'en a parlé. Récemment, j'ai vu un tweet de Teofilo Mileda où il disait que c'était quelqu'un de rigoureux et qui aimait beaucoup la discipline. Donc le tweet de Teofilo, c'était de n'arrivez pas en retard et ne jouez pas à FIFA après 22h. Donc, donc ça laisse pose supposer ça pose un peu les trucs. Hein. Exactement. Non, il le dit. Je pense qu'il a dû évoluer maintenant. Ouais, il a évolué. Hein. Il a 66 ans. Il est passé par le PSG, on le rappelle, par Lille, par Rennes, mais également par les pays de l'Émirat, des Émirats Arabes Unis. Il a été sélectionneur de l'Algérie. Enfin, et même du Japon, qui l'a laissé sur le carreau juste avant la Coupe du Monde. C'est son baroud d'honneur, le FC Nantes. C'est boucler la boucle quelque part. Il était en conférence de presse. C'était sa première conférence de presse avec le président Kita. On va écouter les meilleurs moments extraits. C'est un grand plaisir pour moi. Retourner au point de départ. Vous savez, il y a quelques années derrière nous, je suis venu là, 81, pour jouer dans un club que je ne connais pas, qui était à cette époque champion. J'ai passé 5 ans inoubliables. J'ai gardé beaucoup bons souvenirs. Ce n'est pas la première fois que je suis dans cette situation, que le club me contacte pour sauver, comme on dit, le meuble.
Et je suis venu avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de volonté, ambition et détermination. Il y a du boulot. On va essayer de faire choses le plus vite possible. Il faut retrouver un petit peu le plus plaisir sur le terrain. Le joueur, je trouve, un petit peu inquiet. Ah oui, un petit peu inquiet. Quand il parle qu'il est venu avec beaucoup d'enthousiasme, faut le croire, hein, même si. Oui, c'est ça, ça se voit pas forcément. Une petite question, Anthony, justement, toi qui as connu plusieurs entraîneurs, quand on est footballeur professionnel, on aime plutôt avoir les coups des franches ou on aime plutôt quelqu'un qui soit tout le temps sur notre dos à nous pousser pour aller vers l'excellence? Ça dépend des entraîneurs et ça dépend ce qu'ils attendent du joueur. Souvent, et toi, de ton côté? Moi, j'avais un entraîneur à l'époque où Gérard Buchard, qui était entraîneur de la CFA et qui a pris un moment le relais avec l'équipe première, qui était toujours sur mon dos. Et je me disais, mais c'est pas possible, il a quelque chose contre moi. Et en fait, finalement, il avait détecté un potentiel, il me poussait justement dans mes limites pour franchir des paliers. Donc ça dépend du joueur, comment il reçoit, c'est compliqué. Et on l'accepte plus quand on est jeune que quand on est en fin de carrière ou pas? Ou est-ce que c'est vraiment une mentalité? Non, moi ça a été plus dur de l'accepter en jeune. Parce que je pensais justement, je me posais pas les bonnes questions, j'avais pas assez de recul pour dire qu'en fait, qu'il voulait mon bien. Et moi, je pensais que justement, il avait une dent contre moi. Alors que c'était pas du tout le cas. Non, c'était au contraire, exactement. Exactement. On regarde quelques tweets sur Vahid Halilhodžić. Alors, il y en a eu énormément de la part sur Twitter, des réseaux sociaux, énormément. On peut regarder celui-là, par exemple. Bon, c'est Vahid Halilhodžić atomique. C'est vrai que parfois, il peut déclencher quelques colères, quelques ires qui peuvent être... faut pas être trop près de lui, dans la règle générale. Mais lui, il se dit qu'il a un petit peu changé. Donc, on va voir. Et puis, le Vahid méchant, parce qu'on a toujours dit, Vahid Halilhodžić, il a un regard de tueur. Regardez, alors quand on dit tueur, attention, parce qu'il a connu la guerre, donc c'est vrai que ça peut être mal interprété. Mais regardez, on n'a pas envie d'aller le chatouiller quand même. Hein. Non, ça a l'air d'être quelqu'un de très déterminé. Ah ouais, très déterminé. Et on va évidemment suivre dans les premières semaines. Et on en reparlera bien évidemment sur le prochain match. Hein. Ce sera un déplacement à Bordeaux. Le premier déplacement pour Vahid Halilhodžić. On le rappelle, le premier match avec le FC Nantes en tant que joueur, c'était déjà Bordeaux, avec une victoire 3-2. Donc voilà, on verra ce que ça va donner. On a parlé de l'actualité du FC Nantes en Ligue 1. On va parler désormais de celle du SCO d'Angers. Le SCO d'Angers, donc, pour ses débuts en Ligue 1, j'imagine que Angers, ça parle un peu moins quand on est du côté de Laval ou pas? Non, parce que j'ai des amis qui jouent à Angers. Donc, alors tu vas pouvoir nous en parler. Ouais. De qui, par exemple? Ismaël Traoré, Flavien Tête. D'accord. Et j'ai un ami, un ancien joueur, Johan Elink, mais qui maintenant fait partie du club, du staff. Au niveau du recrutement, Johan Elink, ancien Nantais, bien évidemment, qu'on connaît, des Angevins qui, on l'a dit, à surprise générale, ont perdu contre Guingamp. Ça t'a aussi surpris parce qu'ils restaient sur de belles perfs? Ouais, mais après, on connaît la situation de Guingamp aussi, donc ils étaient dans l'obligation de réagir. Donc c'est tombé sur Angers, malheureusement pour eux. Et donc derrière, on veut du travail, on veut surtout relever la tête. C'est ce qu'on a aperçu sur les réseaux sociaux du côté d'Angers SCO. On regarde avec la motivation derrière. C'est vrai que le début de championnat avait été poussif avec 3 défaites. Ouais. Derrière, ça a été beaucoup mieux. Et puis là, on espère que ce n'est qu'un accident de parcours. On va en tout cas voir ensemble les matchs à venir. On en parlait. Ce sera évidemment la 9e journée de championnat. Là, c'est le classement qui nous parvient. Mais on va voir les bons matchs qui vont venir. Ce sera un déplacement du côté pour Angers SCO d'ailleurs, du côté de la réception de Strasbourg et le déplacement de Nantes à Bordeaux. Voilà, samedi 6 octobre, Angers-Strasbourg et dimanche 7 octobre, ce sera donc Bordeaux-Nantes. On a étudié la Ligue 1, donc on va s'arrêter ici en ce qui concerne la Ligue 1. Et on passe directement au national pour ce classement avec le national. Ça tombe bien, c'est Anthony Scaramodino, notre invité, joueur, on le rappelle, du Stade Lavallois. On va regarder ensemble le classement où nos 3 clubs des Pays de la Loire se comportent vraiment bien. Laval, on l'a dit, leader ex-aequo avec Boulogne-sur-Mer, 19 points. Et puis Le Mans, 6e avec 16 points, à 3 points seulement. Et Cholet, qui se comporte aussi pas mal pour leur 2e saison à ce niveau en national. On va donc évidemment parler du match du week-end. Alors on va pas non plus te la faire à l'envers. Le match du week-end, ça aurait très bien pu être le Boulogne aussi Le Mans, puisque c'est vrai que c'est un match de haut de tableau également. Ouais. Tu étais là. On avait quand même dit match du week-end pour Anthony Scaramodino. Et ouais, normal. Parle-nous un petit peu de ce début de saison, parce que c'est vrai qu'on a un groupe lavallois. On le disait qu'il y a la pression de remonter. On explique simplement un petit peu à ceux qui viendraient de nous rejoindre, mais Laval perdrait son statut pro en cas de non-montée en Ligue 2 cette année. C'est ça. La pression, ils vous l'ont mis d'entrée de jeu, les dirigeants, ou comment ça s'est passé? Non. Ils ont affiché les ambitions. Ils ont affiché les ambitions. On en a parlé entre nous, on les a établis entre nous, donc on sait que cette année, on doit remonter en Ligue 2. C'est un groupe qui a à la fois les moyens de le faire et le charisme de le faire?
Bah, le club donc a annoncé ses ambitions et s'est donné les moyens avec le recrutement comme des joueurs Gaël Danic, Mounir Obadi, Nicolas Verdier. Voilà, c'est des joueurs qui ont l'expérience en Ligue 1, Ligue 2 ou Ligue 1 à l'étranger en Belgique pour Nicolas Verdier. Donc ils se sont donné les moyens de parvenir à cet objectif en fin de saison. Le début de saison, il était quoi, compliqué. Il y a eu un nul, une défaite. C'était quoi? Il fallait justement se mettre un petit peu dans le moule. Il a été poussif parce que sur le 11 de départ de l'année dernière, il y a eu 6 ou 7 changements. Donc c'est vrai qu'il nous a fallu 2 matchs pour nous mettre sur le bon chemin. Et après, c'est vrai qu'on a eu 6 victoires d'affilée qu'on fait que. 6 victoires d'affilée, avec des buts à la 89e, à la 92. Hein. Tout vous souriait. Et du coup, est-ce que le dernier match à Marignane, on va pouvoir voir les images, ça a été l'inverse? On a quasiment pas vu d'action, pas vu de tir. C'est quoi? C'est simplement un accident? Comme l'a dit le coach, on a retourné un mois et demi en arrière. Où on a commencé nos premiers matchs en 90 minutes. On a fait ce qu'on faisait il y a un mois et demi de ça. Donc non, on a manqué d'envie, d'agressivité. On a perdu nos duels. Voilà, c'est ce qui nous est défaut sur les 2 premiers matchs de championnat. Mais c'était quoi? C'était dans les têtes plus que physique? Je pense que ça a été dans les têtes, ouais. C'est-à-dire 6 victoires, on se sent un petit peu, pas trop fort, pas trop beau, mais... Pas trop fort, mais c'est vrai qu'on rentre sur le terrain avec beaucoup d'assurance, on dit qu'on va à Marignane, donc c'est une équipe qui est mal classée. Et finalement, quand on ne met pas les ingrédients, qu'on ne joue pas à 110%, les équipes veulent nous taper parce qu'on est premier du championnat et qu'on a affiché nos ambitions. Bon, François Ciccolini vous a remis un petit peu la tête à l'endroit. Exactement, oui. Il ne s'est pas gêné pour le faire en début de semaine. Effectivement. Mais on a demandé justement, on a posé la question à notre confrère de France Bleu Mayenne, Gilles Damingui, si cette défaite à Marignane était un accident de parcours ou pas. Sa réponse. Espérons que ça ne soit qu'un accident de parcours. C'est sûr que perdre un match après 6 victoires consécutives, ça n'a rien de catastrophique. Mais ce qui est un peu inquiétant, c'est la manière. Aucun tir cadré, aucune situation dangereuse et la plupart des duels perdus. Alors c'est vrai, il y avait beaucoup d'absents, mais est-ce que cela veut dire que les remplaçants ne sont pas au niveau? C'était quand même pour certains une première titularisation et donc l'occasion de se montrer, de tout donner pour gagner des points aux yeux des coachs. Eh bien non, certains sont vraiment passés à côté de leur match. Alors pour le prochain rendez-vous, certains joueurs seront de retour comme Obadi et Danic et il faudra rebondir immédiatement, ne pas tomber dans une mauvaise spirale. La saison passée, c'est à ce moment de l'année que le Stade Lavallois avait débuté une longue période de disette. N'oublions pas une chose, c'est que la série de 6 victoires est intervenue juste après la défaite à Boulogne au mois d'août. Alors si le Stade Lavallois remporte ses 6 prochains matchs, eh bien la défaite à Marignane aura servi à quelque chose. Merci Gilda, on a bien compris en tout cas eh bien, que les Lavallois étaient certainement sur un accident de parcours du côté de Marignane. Un point, avant de faire le point un peu sur ta carrière Anthony, un point sur ton état de santé parce qu'on le sait depuis 3 matchs, 2 matchs, 3 matchs, t'es blessé? Ça va être le 3e match. Ça va être le 3e. Donc comment ça va d'abord? Ça va mieux. L'échographie est bonne, staff médical est... Mollet? Le mollet gauche, ouais. Mollet gauche. Ouais. Ouais, pour un gaucher en plus. Ouais, non, c'est pas évident. C'est pas évident. Ouais. Et là donc reprise, on va dire peut-être pour la Coupe de France? J'espère. On réathlétisation toute cette semaine jusqu'à la fin de semaine et la semaine prochaine. On verra par rapport si le doc donne son aval ou pas. Bon, on parle justement de cette carrière. On va rappeler que tu as 33 ans. 33. Quasiment 15 ans de carrière, déjà. Déjà. D'abord, c'est pas commun maintenant en fait d'avoir 15 ans de carrière dans le milieu du foot, non? Non, parce que je crois la moyenne au jour d'aujourd'hui, c'est 6-7 ans. Seulement? Seulement, ouais. Il y a beaucoup de chômage? Beaucoup, très tôt surtout. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui signent des contrats professionnels et arrivent à la fin de contrat au bout des 3 ans, à 22-23 ans, ils se retrouvent sans contrat, soit à l'UNFP ou soit au chômage. Alors on va regarder simplement ensemble justement quelques maillots, puisque tu as porté combien en tout? 10 maillots différents? 10 clubs, ouais. 10 clubs différents. Là, il y en a 9. Alors c'était drôle parce qu'il y en a un qui a posté un truc en disant il y a celui de l'Angleterre qui manque. Qui manque, Gillingham. Ouais. Et c'est vrai que tous ces maillots avec ces coupes de cheveux différentes, d'ailleurs, on te remercie pour ton passage chez le coiffeur. C'est classe pour l'émission. Merci. Tu peux nous en dire un petit peu plus parce que c'est vrai que tu as pas mal bourlingué finalement. Ouais. Tu parlais des directions, des choix de carrière parfois qui sont différents suivant les footballeurs. Toi, ça s'est passé comment? Ça s'est passé où j'ai débuté très tôt à Nice, à l'âge de 17 ou 18 ans avec Garnetroir. Donc après, ils ont voulu me prêter à Lorient justement pour confirmer ce début de saison en Ligue 1, cette fin de saison en Ligue 1 et avoir du temps de jeu en Ligue 2 à Lorient. Donc ça s'est plus ou moins bien passé. Je suis revenu à Nice, ils ont décidé, voilà, il y avait des joueurs qui étaient présents. Donc ils ont voulu me reprêter, donc là j'avais pris la direction de l'Angleterre. Voilà, une découverte, j'imagine. Une découverte à 18 ans, je ne parlais pas anglais, donc ça a été très compliqué. Donc après, je suis revenu, je suis reparti à Cannes entre-temps, et après, j'ai fait les nombreux clubs
Que l'on Pas de connaît, nom, que l'on Châteauroux, connaît. Chypre, la Grèce. On voit, hein, parce que c'est vrai qu'il y avait un beau maillot aussi du côté de Chypre. C'est bien passé à Chypre. À Chypre, ouais, ça m'a permis de découvrir l'Europa League, de faire les tours préliminaires d'Europa League. Donc non, c'était une belle expérience. Bon, passage en Angleterre, donc maintenant tu es bilingue. Maintenant, oui, mais grâce à mon passage à Chypre. D'accord, tu reviendras nous faire une émission en anglais la prochaine fois. On te souhaite en tout cas énormément de bonnes choses hein, pour Laval et Merci. pour la suite de cette saison. On va vous suivre. N'hésite pas à continuer à nous poster des petits plaisir. trucs très sympas. Et puis maintenant, on va barder quand même les concurrents quand même dans le Faut en championnat. parler. Les voisins, et notamment celui du Mans. Le Mans donc, qui lui aussi réalise un très bon début de saison. Ça t'étonne d'ailleurs ou pas? Finalement, non, parce que c'est une équipe solide, une équipe qui est Promu quand même. Hein. promue, mais la saison dernière, ils restent sur la lancée de la montée de l'année dernière. Donc un groupe solide, et on voit, ils ont des bons résultats, et ils sont dans la première partie de tableau. Alors même si Quevilly n'était pas un gros adversaire, on va dire, en tout cas, on va regarder sur les buts et surtout sur les actions. Ils ont eu des actions incroyables, ils auraient pu gagner 8 ou 9-0, c'était la même chose. Du côté du Mans, le Mans qui réalise donc, on le disait, un bon début de saison. Ça fait partie avec Laval, avec quels autres clubs justement, des favoris de ce championnat? Moi, je pense Boulogne, Lyon-la-Duchère, et peut-être Cholet, suivant s'ils arrivent à enchaîner des séries de victoires. Parce que c'est des équipes qui ont de l'expérience, au niveau national. Donc, et Le Mans, il reste sur leur dynamique de la saison passée. Et on le voit, hein, c'est vrai, énormément d'occasions de but. Alors en plus, ils jouent dans un stade souvent où il y a 6-7 000 personnes, avec, on le connaît, le même arena qui est très grand. Très belle enceinte. Ouais, j'imagine. T'as hâte d'aller jouer aussi là-bas? Oui, j'avais déjà joué là-bas, mais c'est vrai que j'ai hâte maintenant d'y retourner parce que voilà, ils font partie du haut de tableau, donc il va y avoir une belle ambiance. Et c'est vrai que ça nous change de certains stades dans le national où l'ambiance est compliquée. Un peu plus compliqué. Ouais. Tu parlais justement des favoris pour ce championnat. C'est quasiment, on va dire, le top 5, voire le top 6 pour l'instant. Ça veut dire que c'est déjà on est quasi sur des favoris qui sont déjà dans le haut du classement. Il n'y a pas de surprise? Pour moi, non, parce que je crois qu'on a creusé l'écart. Nous, on en a 19. Je crois que le 7e en a 13 déjà. Donc je pense que c'est les équipes qui auront goût. Bon, on verra ça de toute façon, effectivement. Le Mans qui continue aussi eh bien, de poster pas mal de choses hein, sur les réseaux sociaux. Alors eux, c'était en dédicace évidemment, bien, un certain Charles Aznavour, on va le regarder, dans les vestiaires du Mans, surtout c'était au niveau de la muscu. Eh bien à un moment, on a laissé parler Charles Aznavour. Il y en a même qui, voilà, jusqu'au bisou, hein, quasiment. C'est pas mal, c'est sympa de voir aussi ça. C'est sympa. Tu connais un petit peu de Monceau aussi, du côté, du côté des footballeurs, pas cette année. Bon, bah, en tout cas, ils aiment bien aussi rigoler comme ça et puis poster des choses assez sympas. Allez, on va évidemment s'intéresser, puisque tu parlais que c'était aussi l'un des favoris, pourquoi pas, du cas de Cholet, évidemment le SOC. Le SOC qui, lui aussi... Oui, le Mans FC reste dans le bon wagon après son succès il y a une semaine face à une décevante équipe de... On voulait étendre évidemment à Thierry Fourmi puisqu'il devait nous donner bien, sa version du Mans. C'est ça les joies du direct. Voilà. Eh bien, on va écouter Thierry Fourmi, notre confrère de France 3 Men, qui abordait justement le cas du Mans FC, surtout savoir s'il fallait absolument s'accrocher directement à ce bon wagon. On l'écoute. Oui, le Mans FC reste dans le bon wagon après son succès il y a une semaine face à une décevante équipe de Quevilly, succès de but à 0. Et à noter cette fois-ci que les Manceaux ont bien géré leurs efforts, ils ont bien maîtrisé les demi-temps. C'était pas le cas 3 semaines auparavant face à Tours. Le Mans avait été explosif et très séduisant durant 45 minutes avant d'avoir beaucoup plus de difficultés en seconde période. C'est probablement un souhait de Richard Désiré, l'entraîneur, donc il a été suivi puisque le Mans s'est imposé assez facilement et a bien géré les demi-temps face aux Normands. C'est un motif de satisfaction avant ce déplacement chez le leader Boulogne. Boulogne, comme le Mans, n'a perdu qu'une seule rencontre depuis le début de la saison. Les deux équipes sont compétitives et les Manceaux donc vont passer un nouveau test 3 semaines après avoir fait match nul face au FC Tours, l'autre cador du championnat de national. Et voilà, Laval-Chambly, match du week-end, et également, donc on le disait, Boulogne-Le Mans avec Thierry Fourmi qui vient de nous en parler. On a terminé avec Laval, avec Le Mans. Il nous reste évidemment le SOC Cholet. Cholet donc qui s'est payé le luxe quand même de taper Concarneau qui avait fait un bon début de saison. 4 buts à 1, c'était le week-end dernier. Justement, tu parlais de cette équipe choletaise qui pouvait être l'une des surprises. Ça fait seulement leur deuxième saison à ce niveau-là. Tu y crois vraiment ? Oui, parce qu'ils ont appris de la saison passée, où ils ont eu une saison très difficile, un bon démarrage, mais après une saison compliquée.
Et c'est vrai que quand on les a joués, c'était compliqué de gagner chez eux là-bas et on a vu qu'ils avaient vraiment progressé défensivement. Parce que l'année dernière, c'était souvent une équipe portée sur l'attaque, mais Ouais, qui encaissait prenait pas beaucoup mal de de buts. Et depuis le début de saison, c'est dur de leur marquer un but. Donc je pense qu'ils ont appris de la saison passée. Bon, mais on va voir évidemment ce qui va se passer du côté de Cholet, qui continue de poster un petit peu plus là, de choses sur les réseaux sociaux. Alors c'est vrai que pour l'instant, je pense que Laval est largement devant, Le Mans en numéro 2 et Cholet en numéro 3. Ce ne sera pas peut-être la place eh bien, au niveau du classement final, mais en tout cas, eh bien, sur les réseaux sociaux, on le voit, la joie choletaise dans le vestiaire, eh bien, c'était après la victoire face à Concarneau, toujours sympa. Ouais. Ça, on le retrouve dans tous les vestiaires, ça. Ouais, mais maintenant, on retrouve de plus en plus les enfants des joueurs, donc c'est sympa. Moi, je trouve ça sympa. C'est vrai que partager ce moment avec ses enfants, c'est... Avec la famille, c'est vrai que c'est plutôt sympa. On va regarder ensemble ce qui va se passer pour les 3 clubs de national. En commençant, donc, on l'a dit, par le déplacement à Boulogne pour Le Mans. La réception de Chambly, ce sera donc du côté de Laval. On attend du monde ? J'espère au moins 5-6 000. Ouais, ça serait pas mal. Hein. Bah oui. Faut pousser derrière les Lavallois. Et puis la réception également pour Cholet de l'entente Sanois-Saint-Gratien. On a fait le tour, l'actualité des 5 clubs des Pays de la Loire dans ce USB Foot. C'est parti donc pour le fameux quiz de fin, le quiz avec 2 Z, le quiz de Brulaise. Est-ce que tu connais un petit peu le principe ? Est-ce que tu connais le principe un petit peu, Anthony ? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, il va falloir que tu choisisses un placard du côté du vestiaire de USB Foot et que tu nous donnes, tu nous sortes d'abord le maillot et puis que tu nous dises de quel maillot il s'agit. Un placard au hasard. Exactement, toujours au hasard. Allez, celui qui est derrière moi. Ouais, vas-y. Alors, c'est un maillot, quelle couleur déjà ? Ah bah voilà, Bon, je pense que tu le connais un peu, même si c'était... Oui, il y a quelques années quand même. Hein. Ouais. Tu connais Michael Buzari, on en a parlé un peu ouais. Latéral. Je pense que j'ai joué contre lui même. Latéral droit, effectivement, Michael Buzari, à qui on adresse un petit coucou parce qu'il est du côté de la Fédération Française de Foot maintenant, l'ancien Lavallois. Alors le principe, il est simple, on va évidemment mesurer ta culture foot du Stade Lavallois. C'est ton club maintenant, donc on va voir si t'es assez efficace. Attention, il y a peut-être des pièges, méfie-toi. La question, la voici. Quel est le nom de l'entraîneur le plus connu dans l'histoire du club lavallois? Je vais te donner 3 réponses possibles. J'aurais dit le millénaire. Réponse A, Gérard l'octogénaire. Voilà. Réponse B, Michel le millénaire. Réponse C, Gaston le septuagénaire. Attention, réfléchis bien, il peut y avoir un piège. Non, réponse B. Réponse B, Michel le millénaire. Bravo, monsieur Anthony. Allez, viens me retrouver ici, évidemment, pour la fin de cette émission. On remet le maillot de Michael Buzari. On va te remercier. Merci à vous. Je t'ai pris un petit truc un peu plus petit, parce qu'autrement, tu me dépasses largement. Donc voilà, merci. Un grand merci à toi d'être venu à l'émission. On te souhaite, évidemment, bon rétablissement rapidement pour revenir sur les terrains. Aider le Stade Lavallois à monter en Ligue 2, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup. On donne rendez-vous jeudi prochain. Jeudi prochain. Et puis sur les réseaux sociaux. Ciao, ciao.